Chers amis de l'Université populaire, bonjour et bonsoir si vous nous suivez dans les heures tardives de votre journée. Aujourd'hui, sur ce petit élément, nous allons partager sur les événements macabres qui se passent à l'est de la RDC depuis plus de 20 ans maintenant, dont malheureusement aussi bien les gouvernants que les gouvernés de la RDC ont normalisé. Nous allons faire une petite comptabilité macabre de ces 7 derniers jours et l'événement, le pic de cette comptabilité macabre, c'est le massacre de 62 personnes qui est survenu à Djoungou, qui est un territoire de l'Ituri, et ça s'est plus précisément passé à la plaine de Savo, près de Boulé. Donc les miliciens de Codeco ont froidement exécuté 62 personnes, dont parmi eux nombreuses femmes et enfants. Et il faut noter que ce massacre a eu lieu dans un camp pour réfugiés. C'est dans un camp pour réfugiés, quand on organise un camp pour réfugiés ou quand celui-ci s'organise de manière naturelle, de fait, lié à un déplacement massif de personnes, l'État est obligé à y venir porter secours en apportant le soin de première nécessité, le bien de première nécessité, le soin sanitaire, mais aussi, surtout et également en y assurant la sécurité. On ne peut pas laisser les gens en position de vulnérabilité s'amasser quelque part et leur laisser à leur triste bon sort se débrouiller eux-mêmes. Malheureusement, comme je le disais au début, aussi bien nous, peuple congolais, que le gouvernement congolais avons pris l'habitude de banaliser, normaliser ces situations où des milliers de nos compatriotes de l'Est sont obligés de quitter leur maison, sont obligés de fuir la mort, une mort qui leur colle à la peau, une mort qui leur poursuit nuit et jour, sous presque l'indifférence de tous, et surtout de ceux qui nous gouvernent. Donc, les 62 personnes tuées à Boulé, à la plaine de Savo, par les miliciens Codeco. Et ici, nous sommes en Ituri. C'est une zone de conflit depuis ces 20 dernières années. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait tuerie, qui est quelquefois massacre. Nous parlons de massacre parce que c'est par dizaines, c'est par lot de dizaines que nos concitoyens sont tués. Depuis un certain moment, cette violence à l'est de la RDC s'accompagne d'un discours latent. C'est un discours qui manifeste la volonté de ceux qui nourrissent cette violence depuis plus de 20 ans. On parle de la balkanisation de la RDC. Mais nous autres compatriotes congolais, quand nous entendons ce mot de balkanisation de la RDC, ça nous révolte et c'est normal parce que nous tenons à l'unité de notre pays. Mais c'est une menace pour nous quand on parle de la balkanisation de la RDC, l'émiettement de nos territoires pour créer des États satellites à l'est de la RDC qui tomberaient sous l'influence de puissances étrangères. Nous parlons ici du Rwanda, de l'Ouganda. Ce sont là les pays qui ont manifesté la volonté d'influencer une partie du territoire congolais. Le but final, le but inavoué, serait d'aboutir à une sorte de balkanisation qui serait une aubaine pour un État comme le Rwanda. Ça serait une opportunité pour eux d'extendre leur zone territoriale, d'extendre leur politique, leur puissance politique et économique vers l'est de la RDC et qui pourrait même aboutir à l'annexion d'une partie de notre territoire. Nous prenons ce discours comme une menace. Et c'est vrai, c'est une menace. Mais ce que je voudrais soulever ici, c'est que la menace ne pourrait peut-être pas venir de l'étranger. La menace ne pourrait peut-être pas venir de nos ennemis ou de nos faux amis. Il se pourrait bien que la menace de balkanisation de la RDC vienne de nous-mêmes. Et quand je parle de nous-mêmes ici, je pointe du doigt l'irresponsabilité du gouvernement central congolais qui ne prend pas à sa juste valeur la mesure de l'insécurité, la mesure du risque de balkanisation de notre pays. Cet événement de Djoungou en Ituri nous rappelle, met à nu le degré d'irresponsabilité de notre gouvernement. C'est vrai que depuis un certain temps,
L'Est de la RDC est sous le régime de l'état de siège. La militarisation de l'administration a permis d'obtenir des résultats probants, des résultats admiratifs sur le point de vue sécuritaire. Nous parlons ici notamment de la traque des ADF. On a capturé plusieurs de leurs chefs de guerre. On a même capturé l'égorgeur de nos FARDC, ces djihadistes qui est venu du Kenya. Oui, niambie kweli namna uliua ule askari wa FARDC ilikuwa namna gani? Unasema? Nilipewa jambia. Sisikie Swahili yako vizuri. Nilipewa masheti. Walikupatia masheti? Ndio. Na Nikate kichwa. Wakasema? Wakaniambia nimkate kichwa. Nani alikuambia umkate kichwa? Masoda walikuwa pale na askari. Ukamkata kichwa kwa siku anasema namna gani? Mimi nazungumza vipi? Aliniambia mimi niite watu ni lazima waje. Wafanye nini? Waje huko Kongo kuna Uislamu. Ndio. Kisha Waje waendeleze Uislamu ili Uislamu ni lazima. Venir opérer ces sales besognes en RDC en égorgeant nos vaillants soldats de nos forces armées congolaises, le FARDC. On a capturé ces terroristes. C'est un terroriste, il faut le dire. Et le conflit à l'est de la RDC tend vers une internalisation de la criminalité. Les terroristes sont recrutés du Oman, ils sont recrutés du Kenya, ils sont recrutés là où la terreur de l'extrémisme islamiste sévit. Et c'est devenu une pépinière. C'est là où les terroristes les plus zélés proviennent. Et ils viennent exercer leur pratique de la terreur en RDC. Et ce sont nos concitoyens qui sont les premières victimes dans cette entreprise de la terreur. Nous ne venons pas ici dire que l'état de siège est contre-productif. Mais ce que nous voulons dire ici, on peut faire mieux. Il ne suffit pas de décréter l'état de siège sans donner à l'administration militaire l'attention qu'il faut, le matériel qu'il faut, les moyens financiers qu'il faut et même l'intelligence et la formation qu'il faut pour que cela puisse produire des effets escomptés. C'est vrai que, en dépit de l'état de siège, il faudrait noter qu'il y a eu quand même 1300 civils tués, massacrés, et quelquefois de la manière la plus horrible qu'il soit, pendant que cette partie de la RDC est sous état de siège. Il est difficile à comprendre comment est-ce qu'on peut dénombrer 1300 civils tués. Et ce cas du massacre de la plaine de Savo à Djungu, en Ituri, par les miliciens Codeco, nous interpelle. Ça nous pousse à questionner le degré de responsabilité de nos gouvernants. Notez, nos compatriotes, les 63 victimes, meurent. Et comme d'habitude en RDC, dans ces genres de situations, le gouvernement se contente à se limiter à son rôle de directeur de pompe funèbre. C'est de manière pompeuse, c'est de manière presque avec une publicité macabre que le gouvernement fait des grandes annonces, des communiqués, que le gouvernement prend en charge l'inhumation des victimes. Très souvent, ça s'arrête à l'octroi de cercueils mortuaires. Le gouvernement envoie 62 cercueils. Juste l'image, l'image a été mal gérée. Les 62 cercueils viennent dans un camion, ils sont livrés comme s'il s'agissait du vivre gouvernemental qu'on apportait à une population sinistrée. Ça pouvait se faire de manière avec un peu plus de respect dû aux morts. Les 62 cercueils viennent dans un grand camion qui nous rappellerait un camion rempli de plantains venant du Bas-Congo ou un camion rempli de sacs de manioc, des cossets de manioc venant du Bandundu. On débarque les 62 cercueils. On organise l'inhumation de nos 62 victimes, nos 62 confrères et
concitoyens et concitoyennes congolaises, dans l'absence des autorités politico-administratives, le gouverneur de Béni ne daigne même pas venir présenter ses civilités, présenter son hommage à nos victimes. Ça s'est fait en son absence. Seul l'administrateur du territoire était présent et il ne s'est pas privé de se plaindre. Suivez. Dans un état de droit, qu'on puisse connaître ce genre de massacre et que l'État puisse garder son calme. Nous ne pouvons pas imaginer un jour, lorsque la population que vous dirigez est massacrée de la sorte, comme gouverneur de la province, vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer. Ça fait pour moi pitié de voir l'administrateur du territoire militaire devant ses corps. Je me pose la question, si comment il sait ça devant cette population et comment il sait ça devant ses corps. Est-ce qu'il sait ça encore l'administrateur du territoire? Pourquoi ne pas démissionner alors? Nos victimes sont enterrées dans l'absence de l'hommage national et même pas régional. Nous dirons que Kinshasa est loin, ça c'est ce que nous disons. C'est vrai, la RDC est un pays aux dimensions continentales. Kinshasa est loin, mais quand on dirige un pays, on n'est jamais loin. L'État, c'est un être qui doit être présent, qui doit marquer sa présence sur toute l'étendue du territoire national. Malheureusement, pour le cas de la RDC, Kinshasa est très souvent loin. Très loin dans son engagement, très loin dans ses considérations, très loin dans sa planification, très loin dans son action qui souvent s'arrête dans ce que nous appelons la République de la Gombe. On se contente de se promener en cortège, costume bleu, tous les honneurs, tapis rouge, mais ça se limite qu'à Gombe. Même à Kinshasa, il y a plusieurs bourgades qui souffrent de l'absence de l'autorité de l'État. Revenons sur le cas de 62 victimes de Djungu. On les enterre sans les hommages nationaux, sans les hommages du gouverneur de Béni. Et plus grave, on les enterre, 62 victimes seulement. On les enterre tous dans une fosse commune. Cette banalisation de l'horreur, cette banalisation ça frôle l'indifférence de l'État congolais. Quelles sont les raisons qui ont poussé à ce qu'on puisse enterrer ces gens de manière anonyme, comme des pestiférés, des gens qui sont morts dans des circonstances les plus atroces qu'il existe sur cette terre. Certains égorgés et certains ont reçu des coups de machette à la nuque. Et certains ont été fusillés comme des condamnés à mort, sans remords, sans pitié. Pourquoi est-ce que l'État ne s'assurerait pas à leur donner un dernier demeure portant leur nom, leur donner une dernière adresse, là où les membres de famille, et plus large encore, là où la communauté pourrait venir se remémorer de ce qui s'est passé pour que cela ne puisse plus arriver. Non, le gouvernement prend la décision simpliste. Je pense que c'est soit par faute de considération tout simplement idéologique ou bien on ne peut pas dire. C'est quand même une décision inhumaine. On les enterre dans une fosse commune. Dans l'absence des autorités administratives de cette partie de la RDC, il faudrait noter que Béni est sous le régime de l'état de siège. Le gouverneur militaire pouvait bien faire le déplacement. Lui qui est militaire, il est plus sensible à ces genres de questions qui touchent à la sécurité. Il ne s'agit pas d'un mariage collectif de 62 personnes. Il s'agit d'un massacre où on compte 62 victimes. Le gouverneur était aussi occupé à faire quoi? Pourquoi a-t-il ignoré cette inhumation? Et il n'a même pas daigné venir visiter les lieux pour faire un constat et mettre en place les mesures sécuritaires qui feraient qu'au lendemain, on ne puisse pas dénombrer le même nombre de morts.
Elles sont prêtes pour évacuer les blessés, mais lentes pour intervenir et pour protéger la population. Haya. Haya qu'au gouvernement état de siège. Je sais, après ces petits propos, je serai arrêté, je pense, et menacé aussi. Mais la population, il y a beaucoup de témoins. Trop, c'est trop. Simba na waka nyama moya jua kule. Mais tu as ni sisi binadamu tunaua 62 mais hatukule. Et après ile massacre wanapata nini? Iko haya. Mimi nasema tena haya ku MONUSCO, haya ku gouvernement central, haya ku gouvernement état de siège. Malheureusement, 3 jours après, la même chose s'est produite et cette fois-ci, 20 personnes ont perdu la vie. Le détachement du pouvoir central de Kinshasa face aux souffrances qui touchent la population congolaise à l'Est frôle à l'irresponsabilité. Nous avons des gens qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils exercent les hautes fonctions pour la République. La notion de l'intérêt général semble leur échapper. Pendant que, dans une fosse commune, on enterrait nos 62 concitoyens, le ministre en charge de l'information et de la communication, M. Patrick Muyaya, prenait son avion pour Goma, pour aller célébrer la paix au festival Amani. Nous ne sommes pas contre la tenue de ce festival qui a fait son temps. Ça fait plus de 5 ans maintenant que ce festival existe. Ce festival permet de vendre une autre image de la RDC, permet de faire rayonner Goma, qui ne serait pas qu'une ville meurtrie, qui serait aussi une ville festive où les gens y vivent et c'est pour un peu encourager l'espoir. Il y a plein de bonnes choses à dire du festival Amani. Mais ce que nous condamnons ici, c'est le timing. Le 4 février, 62 de nos concitoyens se font inhumer comme des malpropres dans une fosse commune. Ce même 4, le ministre de l'Information, sans avoir pipé un seul mot de condoléances, sans avoir adressé le moindre message de compassion à la nation, aux victimes, aux familles de victimes, prend son avion et il fait une publicité sur son déplacement pour le festival de Goma à Mani pour aller célébrer la paix. Mais de quelle paix Patrick Muyaya est allé célébrer à Beni pendant qu'en Ituri, qui est à quelques kilomètres de là, on est en train de massacrer, on enterre dans les fosses communes? Nous n'appelons pas à l'annulation de ces festivals, mais sous d'autres cieux, on aurait peut-être pu observer un jour de décalage. Peut-être que les festivaliers allaient dire, on décrète un jour de repos, un jour de silence pour penser à nos victimes, à nos 62 victimes de Djougou en Ituri. Silence radio. Monsieur le ministre de la Communication fait sa publicité pour un festival qui célèbre la paix à Goma, alors qu'à côté, on est en train d'enterrer dans des fosses communes sans le moindre message de compassion du gouvernement central. Ne parlons pas du président de la République qui en a même pas fait mention. Ça coïncidait pendant qu'à Kinshasa, on pleurait nos 26 victimes tombées dans l'accident impliquant les câbles de haute tension de la Société nationale d'électricité, la SNEL. Le président avait fait son déplacement à Kinshasa pour aller visiter ce lieu macabre. Le président avait présenté ses condoléances, le gouverneur de la ville, le gouvernement à travers le Premier ministre et son ministre de la Communication. C'est vrai, mais on ne va pas dire que ça n'était pas de manière spontanée. Il fallait qu'il y ait l'empressement de l'opinion publique. Les réseaux sociaux se sont impliqués. Nous avons relayé le message et ça crée cet engouement-là et le gouvernement a agi. Et donc, pour parler de l'état de siège, justement, si on a fait l'état de siège, c'est y compris pour donner des solutions à ce type de questions. La question, elle est complexe là-bas.
C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a une mission en termes de Barza communautaire conduit, une task force qui opère pour la paix, parce que ce sont des jeunes gens congolais. On va leur imposer la force, oui, mais il faut aussi d'autres mécanismes, et notamment par le Barza intercommunautaire, pour voir comment on va régler la question. Mais pour ceux qui posent des actes qui ressemblent à des crimes des guerres, ils seront rattrapés, tôt ou tard. Parce que vous avez vu qu'on a rattrapé les décapiteurs en chef des ADF, les sujets kenyans dont vous avez parlé. Et je crois que je n'ai pas les dernières informations, mais je crois qu'il doit être déjà acquis, comme Benjamin Kisokeranyo, qui était de fait le numéro 2 ou le numéro 3, les cerveaux financiers du mouvement terroriste. Alors, mais la RDC n'est pas qu'un Kinshasa, il faudrait le rappeler ici. La RDC, c'est aussi Beni, c'est Butembo. La RDC, c'est Kikwit. La RDC, c'est Ngandanjika. La RDC, c'est Manono, c'est Boma. La RDC, c'est Mwanda. La RDC, c'est Kolwezi. La RDC est grande. Le périmètre d'action du gouvernement ne doit pas se limiter qu'à Kinshasa. J'espère que vous avez appris quelque chose sur cet élément et surtout le but c'est de renforcer notre sens nationalisme, considérer notre pays comme un ensemble. La RDC ne se gouverne pas qu'à Kinshasa et le périmètre d'action gouvernementale ne doit pas se limiter qu'à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis, c'était ce petit élément présenté par votre ami, votre frère, Christian Nyamabo pour l'Université Populaire. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne. Appuyez sur la touche, appuyez sur le bouton like, suivez-nous et appuyez sur la touche, sur la petite clochette, comme ça vous serez averti quand il y aura une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et restez branchés, nous allons nous revoir la prochaine fois. Au revoir.